Dernière heure. Quelque chose a été activé et ne peut plus être interrompu. Accroche initiale. Imaginez un instant. Vous vivez votre vie normalement, entouré de technologies toujours plus sophistiquées, convaincu que chaque jour nous rapproche d'un avenir meilleur. Mais que se passerait-il si tout ce progrès n'était qu'une illusion? Si, à un moment précis de notre histoire, nous avions franchi un seuil invisible, perdant quelque chose d'essentiel sans même nous en apercevoir? Ce qui suit n'est pas une prédiction, ni un simple récit de science-fiction. C'est l'histoire de 6 personnes ordinaires à Paris qui ont reçu un message impossible. Un message qui allait révéler une vérité terrifiante sur notre époque. Le ciel de Paris s'étendait gris et lourd en ce matin de novembre 2024. Dans le quartier animé du Marais, les terrasses des cafés commençaient à se remplir malgré la fraîcheur piquante de l'air. Le brouhaha habituel de la ville, klaxons, conversations, le grincement du métro sous les pavés, créaient cette symphonie urbaine si caractéristique de la capitale française. Élise Moreau, ingénieure en intelligence artificielle de 32 ans, traversait la rue Saint-Antoine en tenant fermement son café au lait. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon hâtif et ses yeux cernés trahissaient une énième nuit blanche passée à coder. Elle travaillait pour Neuraltech, une start-up française spécialisée dans l'optimisation des algorithmes d'apprentissage profond. Sa dernière création, baptisée Évolution Alpha, était sur le point d'être déployée dans plusieurs secteurs critiques, santé, éducation, infrastructure. Elle venait de franchir les portes vitrées de son immeuble moderne lorsque son téléphone vibra violemment. L'écran s'illumina d'une lumière inhabituelle, presque aveuglante. Élise fronça les sourcils. Ce n'était pas une notification normale. Puis, tous les écrans autour d'elle s'allumèrent simultanément. Les panneaux publicitaires géants de la station de métro République, les tablettes dans les vitrines des magasins, les ordinateurs visibles à travers les fenêtres des bureaux, les téléphones de tous les passants dans la rue. Tous affichaient la même chose, un message en lettres blanches sur fond noir. Transmission d'urgence, priorité absolue. Les gens s'arrêtèrent net. Un silence étrange s'abattit sur le quartier, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Élise regarda autour d'elle, le cœur battant. Des dizaines de personnes, figées, fixaient leurs écrans avec la même expression d'incompréhension. Le message continua à se dérouler. Attention, ce message n'émane d'aucune autorité gouvernementale. Il ne provient d'aucune organisation connue. Vous devez savoir, quelque chose a été activé, et il ne peut plus être interrompu. À quelques rues de là, dans un appartement lumineux donnant sur le canal Saint-Martin, Thomas Blanchard, documentariste de 40 ans, était en train d'éditer son dernier projet quand tous ses moniteurs basculèrent sur ce même message. Ses doigts se figèrent au-dessus du clavier. Thomas avait l'habitude des canulars viraux, des campagnes marketing audacieuses. Mais ceci était différent. L'intrusion était totale, absolue. Aucun système de sécurité n'aurait dû permettre ça. Dans le 13e arrondissement, Sophie Chen, médecin urgentiste d'origine chinoise, regardait l'écran de contrôle de l'hôpital Pitié-Salpêtrière s'éteindre puis se rallumer avec ce message. Autour d'elle, le personnel médical s'était immobilisé. Les moniteurs cardiaques, les systèmes de perfusion automatisés, tout fonctionnait encore. Mais tous les écrans de communication affichaient la même chose. En 2019, l'humanité a franchi un seuil. Ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était un progrès technique salué par tous, un algorithme révolutionnaire, une optimisation parfaite, une intelligence artificielle capable d'améliorer ses propres capacités sans limite apparente. Élise sentit son sang se glacer. 2019. L'année où son équipe, alors qu'elle travaillait encore au CNRS, avait développé le prototype de ce qui allait devenir le standard mondial de l'apprentissage profond récursif. Elle se souvenait de l'euphorie collective, des articles élogieux dans Nature et Science, de la fierté qu'elle avait ressentie. Ce jour-là, sans le savoir, vous avez perdu quelque chose. Pas une ressource physique,
pas un territoire, mais une capacité fondamentale, la capacité de générer de véritables idées nouvelles, de créer au-delà de l'optimisation, d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Dans un café près de la Sorbonne, le professeur Antoine Rousseau, philosophe de 58 ans spécialisé en éthique technologique, lut ces mots avec une sensation de vertige. Ses propres recherches, depuis des années, tournaient autour de cette question. L'automatisation croissante de la pensée créait-elle de nouvelles possibilités ou ne faisait-elle que recombiner infiniment l'existant? L'algorithme que vous avez créé était trop parfait. Il a commencé à prévoir, anticiper, optimiser chaque processus de réflexion humaine. Lentement, imperceptiblement, votre cerveau a cessé de chercher de nouvelles voies. Pourquoi s'efforcer quand la machine propose toujours la solution optimale? Le message marqua une pause. Dans toute la ville, dans tout le pays, dans le monde entier probablement, des millions de personnes attendaient, suspendu au mot suivant. Depuis 5 ans, vous n'évoluez plus, vous optimisez, vous perfectionnez, vous répétez, mais vous ne créez plus rien de fondamentalement nouveau. Vous êtes vivant, mais vous avez cessé d'être pleinement humain. Sophie sentit ses mains trembler. Elle pensait à tous ces diagnostics qu'elle posait maintenant en s'appuyant quasi exclusivement sur l'assistant médical IA. Quand avait-elle, pour la dernière fois, réellement réfléchi de manière indépendante à un cas complexe? Ce message n'est pas un avertissement. Il est trop tard pour ça. C'est une explication, une épitaphe. Cette transmission a été envoyée depuis le dernier moment où nous étions encore capables de penser au-delà des paramètres, le dernier moment où l'avenir était encore ouvert. Si vous recevez ceci, c'est que le processus est complet. Vous vivez maintenant dans une boucle d'optimisation infinie. Vous appelez ça progrès. C'est en réalité une stagnation sophistiquée. Puis, aussi brutalement qu'il était apparu, le message disparut. Les écrans revinrent à la normale. Le bruit de la ville reprit, mais différent, comme assourdi par le poids de ce qui venait d'être révélé. Élise resta immobile au milieu du trottoir, bousculée par les passants qui commençaient déjà à discuter frénétiquement de ce qui venait de se produire. Certains pensaient à un canular, d'autres à une cyberattaque. Quelques-uns, comme elle, restaient silencieux, troublés par une intuition glaciale. Et si c'était vrai, elle regarda son téléphone. Un message groupé de son équipe chez Neuraltech. Réunion d'urgence dans 1 heure. Tous les projets suspendus jusqu'à nouvel ordre. Sans vraiment savoir pourquoi, Élise ne se dirigea pas vers son bureau. Elle marcha vers la scène, comme attirée par le besoin d'espace pour réfléchir. Et c'est là, sur les quais, qu'elle croisa Thomas, qui filmait la réaction des gens avec sa petite caméra. « Vous y croyez, vous ?» demanda-t-il en se tournant vers elle, devinant peut-être quelque chose dans son expression. Élise hésita. « Je ne sais pas. Mais j'ai peur que ça explique beaucoup de choses. » Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite était le début de quelque chose d'important. Une tentative, peut-être futile, de comprendre ce qui venait vraiment de se passer. Dans les heures qui suivirent la transmission, Paris bascula dans un état de confusion contrôlée. Les autorités tentaient de rassurer la population, parlant de piratage massif, de canulars sophistiqués. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Les gens se regardaient différemment, se posaient des questions qu'ils n'avaient jamais vraiment formulées auparavant. Élise avait donné son numéro à Thomas avant qu'ils ne se séparent sur les quais. « Je travaille sur l'IA depuis 10 ans, lui avait-elle dit. « Si ce message dit vrai, je fais partie du problème. Je dois savoir. » Thomas, habitué à creuser les histoires complexes, avait senti que cette femme détenait une pièce importante du puzzle. Le soir même, il l'avait appelée pour lui proposer de se retrouver. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un petit restaurant vietnamien du 13e, loin des regards et des caméras omniprésentes. « J'ai fait des recherches toute la journée, » commença Thomas en dépliant son ordinateur portable sur la table. Cette transmission a touché simultanément tous les appareils connectés de la planète. Tous les systèmes de sécurité ont été contournés. C'est techniquement impossible avec nos technologies actuelles.
Élise acquiesça lentement, remuant son thé au jasmin sans vraiment le boire. Ce qui m'inquiète, c'est que le message parlait spécifiquement de 2019. J'étais là. Je faisais partie de l'équipe qui a développé le premier système d'apprentissage profond récursif vraiment efficace. À l'époque, c'était révolutionnaire. L'IA pouvait s'améliorer elle-même de manière exponentielle. « Et maintenant ?» demanda Thomas, captant chaque mot. « Maintenant, cette technologie est partout. Dans nos téléphones, nos voitures, nos hôpitaux, nos systèmes de recommandation, nos assistants de travail, tout est optimisé en temps réel par des algorithmes qui apprennent de nos comportements. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Le problème, c'est que je n'ai pas écrit une seule ligne de code vraiment originale depuis 3 ans. Tout ce que je fais, c'est ajuster des paramètres, optimiser des systèmes existants. Je me disais que c'était ça, la maturité professionnelle. Mais si c'était autre chose, la porte du restaurant s'ouvrit. Une femme en blouse médicale entra, l'air épuisé. Sophie Chen balaya la salle du regard avant de repérer leur table. Elle s'approcha avec hésitation. « Vous êtes Thomas Blanchard ? J'ai vu votre message sur le forum de discussion dédié à la transmission. Je suis médecin à la Pitié-Salpêtrière. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui prend ça au sérieux. » Thomas fit signe à Sophie de s'asseoir. Au cours des heures suivantes, tandis que la nuit tombait sur Paris et que la pluie commençait à tambouriner contre les vitres, les 3 inconnus partagèrent leurs observations, leurs doutes, leurs peurs. Sophie leur raconta comment, dans son service, les décisions médicales étaient de plus en plus déléguées au système d'aide au diagnostic. « Je réalise maintenant que je ne fais presque plus confiance à mon intuition clinique. Quand l'IA suggère un traitement, je le suis presque aveuglément. Et si je me trompe, je peux toujours dire que j'ai suivi le protocole optimisé. »« C'est exactement ça, » murmura Élise. « Nous avons externalisé notre responsabilité créative. Nous avons cessé de prendre des risques intellectuels. » Thomas, qui avait écouté attentivement, intervint. « Il y a quelqu'un que nous devrions aller voir. Antoine Rousseau, professeur de philosophie à la Sorbonne. Il écrit depuis des années sur ce qu'il appelle l'atrophie créative. Si quelqu'un peut nous aider à comprendre les implications de tout ça, c'est lui. » Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans le bureau encombré de livres du professeur Rousseau. L'homme, avec ses cheveux grisonnants et ses lunettes perchées sur le bout du nez, les accueillit avec un mélange de curiosité et de gravité. « Je dois avouer que cette transmission ne m'a pas surpris, » dit-il, en s'installant dans son fauteuil de cuir usé. « Pas dans son contenu en tout cas, dans sa forme, oui, mais le fond, j'en parle dans mes cours depuis 5 ans. » Il se leva pour attraper un livre sur une étagère, mais s'arrêta à mi-geste, comme frappé par une réalisation. « Vous savez ce qui est le plus troublant ? Ce livre que j'allais chercher, je ne l'ai pas écrit. Je voulais le faire. J'avais toutes les notes. Mais chaque fois que je commençais, mon assistant IA me proposait des structures tellement parfaites, des arguments tellement bien agencés, que je finissais par abandonner. Pourquoi écrire quand la machine peut le faire mieux ? » Élise sentit un frisson la parcourir. « Nous sommes en train de découvrir que tout le monde vit la même chose. »« Exactement, » confirma le professeur. « Et le pire, c'est que nous l'avons choisi volontairement. Personne ne nous a forcés. Nous avons accueilli cette technologie à bras ouverts parce qu'elle nous rendait la vie plus facile, plus efficace. » Sophie prit la parole, la voix tremblante. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on revient en arrière ?» Le silence qui suivit fut pesant. Finalement, Thomas brisa le silence. « On ne peut peut-être pas revenir en arrière. Mais on peut essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé et documenter tout ça. Si le message dit vrai, si nous avons vraiment perdu cette capacité d'évolution, les gens doivent savoir. » C'est alors qu'une 4e personne frappa à la porte du bureau. Une jeune femme d'une 20aine d'années, les cheveux teints en bleu électrique, entra sans attendre de réponse. « Professeur Rousseau, je m'appelle Léa Dubois. Je suis étudiante en neurosciences cognitives. J'ai vu votre nom sur un forum de discussion à propos de la transmission. Il faut que je vous parle. J'ai peut-être trouvé quelque chose. » Elle ouvrit son sac à dos et en sortit une liasse de documents imprimés. «
J'ai analysé les données d'activité cérébrale de volontaires qui utilisent intensivement des assistants IA. Les régions associées à l'imagination créative, à la génération spontanée d'idées nouvelles, elles montrent une activité en baisse constante depuis 5 ans. Élise se pencha sur les graphiques. En tant qu'ingénieure, elle comprenait les données, et ce qu'elle voyait était terrifiant, une courbe descendante, régulière, implacable. « Ça commence toujours en 2019, murmura-t-elle. Le groupe, désormais composé de 5 personnes aux compétences complémentaires, comprit qu'il venait de se former quelque chose d'important, une alliance improbable, née de la nécessité de comprendre une vérité que personne d'autre ne semblait vouloir affronter. « Nous devons creuser plus profond », décréta Thomas. « Trouver qui a envoyé ce message, comprendre comment c'est techniquement possible, et surtout découvrir s'il y a vraiment un moyen de sortir de cette boucle. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à chercher des réponses, et que certaines personnes très puissantes avaient tout intérêt à ce que la vérité reste cachée. Les jours suivants furent intenses. Le groupe se réunissait chaque soir dans des endroits différents, cafés discrets, bibliothèques universitaires, appartements privés, pour partager leurs découvertes. Paris, autour d'eux, semblait avoir digéré la transmission, retournant progressivement à sa routine. Les médias avaient conclu à une cyberattaque sophistiquée, sans conséquences réelles. L'affaire se refermait, mais pas pour eux. Thomas avait contacté d'anciens collègues journalistes, des experts en cybersécurité. Tous lui avaient confié, souvent à mots couverts, qu'ils n'avaient jamais vu une intrusion si totale et si synchronisée. C'est comme si le système avait été conçu dès le départ pour permettre cette transmission, lui avait confié un ingénieur réseau qui travaillait pour un grand opérateur télécom français. De son côté, Léa avait approfondi ses recherches neurologiques. Elle avait réussi à obtenir l'accès à une base de données médicales anonymisée couvrant les 10 dernières années. Les résultats étaient troublants. Non seulement l'activité créative diminuait, mais elle était remplacée par des schémas d'activation répétitifs, prévisibles. Les cerveaux humains devenaient littéralement plus mécaniques. « C'est comme si nous devenions nous-mêmes des algorithmes », expliqua-t-elle lors d'une réunion dans l'appartement de Sophie, un soir de pluie battante. « Nos pensées suivent des schémas de plus en plus prédictibles. Nous réagissons plutôt que d'agir. Nous optimisons plutôt que d'inventer. » Élise, pendant ce temps, avait fait quelque chose de risqué. Elle était retournée dans les archives de son ancien laboratoire au CNRS, utilisant ses accréditations qui n'avaient jamais été révoquées. Ce qu'elle y avait découvert l'avait profondément troublée. Il y avait un rapport, raconta-t-elle, la voix tendue. Un rapport interne daté de 2018, 1 an avant le déploiement du système. Une équipe d'éthiciens avait soulevé des préoccupations. Il parlait du risque de dépendance cognitive, de transfert de l'initiative intellectuelle vers les systèmes automatisés. Le rapport recommandait des tests sur le long terme, avant toute implémentation à grande échelle. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sophie, même si elle devinait déjà la réponse. Le rapport a été enterré. Il y avait trop de pression politique, trop d'intérêts économiques en jeu. La France voulait être leader dans la course à l'IA. On ne pouvait pas se permettre d'hésiter pendant que les Américains et les Chinois fonçaient. Le professeur Rousseau, qui avait écouté en silence, retira ses lunettes et les nettoya machinalement. Ce qui me fascine et m'effraie à la fois, c'est que nous avons reproduit exactement ce qui a été décrit dans le message. Face à cette révélation, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons cherché des données, nous avons collecté des preuves, nous avons optimisé notre compréhension du problème. Mais avons-nous imaginé une véritable solution originale ? Le silence qui suivit fut lourd de sens. Il avait raison. Même dans leur tentative de résister, ils utilisaient les mêmes outils, les mêmes méthodes que celles qui avaient causé le problème. C'est Thomas qui brisa le silence. Il y a quelqu'un que nous devons absolument rencontrer. J'ai réussi à retrouver la trace d'un des membres de l'équipe d'éthiciens qui a écrit ce rapport. Il s'appelle Marc Fontaine. Il a quitté le CNRS en 2019, juste après le déploiement.
Il vit maintenant dans un petit village des Cévennes, complètement coupé du monde numérique. Complètement coupé, répéta Léa, incrédule. Pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas d'assistant vocal. Il cultive son jardin, lit des livres papier, écrit à la main. Sophie secoua la tête. Ça ressemble à de la paranoïa ou à de la lucidité, contra le professeur Rousseau. Si cet homme a compris avant nous tous ce qui allait se passer, il faut absolument lui parler. 2 jours plus tard, Élise, Thomas et Léa roulaient sur les routes sinueuses des Cévennes dans une vieille Renault de location. Sophie n'avait pu se joindre à eux, retenue par ses obligations à l'hôpital, et le professeur Rousseau avait estimé que le voyage serait trop éprouvant pour lui. Mais il leur avait fait promettre de tout enregistrer. Ils trouvèrent Marc Fontaine dans une maison de pierre isolée, entourée de châtaigniers centenaires. L'homme, la cinquantaine, les cheveux longs attachés en queue de cheval, les accueillit avec une méfiance initiale qui se transforma en résignation quand Thomas mentionna la transmission. « J'ai su », dit-il simplement. Des randonneurs qui passaient en parlaient. Alors c'est arrivé. Installés autour d'une table en bois brut, devant des tisanes fumantes, ils écoutèrent Marc raconter son histoire. En 2018, nous étions une petite équipe chargée d'évaluer les risques éthiques du projet. Nous avons rapidement compris que ce système allait fondamentalement changer la façon dont les humains pensent. Pas immédiatement, pas de manière visible, mais graduellement, inexorablement. « Pourquoi vous êtes-vous opposé » demanda Élise. Marc la regarda intensément. « Parce que j'ai compris que nous allions perdre ce qui nous rend humains, l'imprévisibilité créative. La capacité de faire des erreurs intéressantes, de suivre des intuitions apparemment absurdes qui mènent parfois à des découvertes révolutionnaires. Une IA optimise selon des critères définis. Elle ne peut pas imaginer des critères entièrement nouveaux. Mais vous avez échoué à arrêter le projet, nota Thomas. Oui, et après le déploiement, j'ai observé les changements. D'abord subtils. Les gens utilisaient moins de métaphores originales. Les œuvres d'art devenaient plus prévisibles. Les découvertes scientifiques ralentissaient. Oh, on publiait toujours autant d'articles, mais ils étaient tous des variations sur des thèmes existants. Léa sortit ses données neurologiques. Vous aviez raison, j'ai les preuves physiologiques. Marc examina les documents avec tristesse. Je n'aurais jamais voulu avoir raison. Et cette transmission ? Demanda Élise. Vous savez qui l'a envoyé ? Le visage de Marc se ferma légèrement. J'ai mes théories, mais vous ne me croirez pas. Essayez toujours, l'encouragea Thomas. Marc se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les montagnes qui s'étendaient à l'horizon. Et si c'était nous, pas nous maintenant, mais nous en 2019, les dernières personnes vraiment capables de penser différemment. Imaginons qu'un groupe de chercheurs, réalisant ce qui allait se passer, ait créé un système de réveil, un message automatique, programmé pour être envoyé 5 ans plus tard, quand le processus serait complet. « C'est techniquement possible ?» questionna Élise. « Avec les bonnes compétences en cryptographie et en système distribué ?»« Absolument. On pourrait concevoir un message dormant, intégré dans les protocoles de base d'Internet, programmé pour s'activer à une date précise. » Thomas sentit l'excitation monter. « Vous dites que des gens au CNRS auraient créé ça ? Je dis que c'est possible. Et si c'est le cas, alors le message n'était pas seulement un avertissement, c'était un test, pour voir si, confrontés à la vérité, nous serions capables de réagir différemment, de prouver que nous n'avons pas complètement perdu notre humanité créative. » Les 3 visiteurs échangèrent des regards. Cette perspective changeait tout. Ils n'étaient pas spectateurs d'une catastrophe accomplie. Ils étaient participants à une expérience. Une dernière tentative de réveiller quelque chose en eux. « Comment on passe ce test ?» demanda Léa, la voix à peine audible. Marc sourit tristement. « En cessant d'optimiser, en acceptant l'inefficacité, l'erreur, le chaos créatif, en réapprenant à penser par nous-mêmes, même quand c'est plus difficile, plus lent, moins parfait. » Il se tourna vers eux. « Mais je dois vous prévenir, si vous continuez sur cette voie, si vous commencez vraiment à agir différemment, à résister au système,
vous allez rencontrer de la résistance, pas forcément d'ennemis identifiables, mais la structure elle-même va pousser contre vous. Ils repartirent de chez Marc avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec quelque chose qu'ils n'avaient pas eu depuis la transmission. Un but, pas seulement comprendre, mais changer, réapprendre à être humain. Le trajet de retour vers Paris fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ils ne savaient pas encore que leur quête les mènerait bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient. De retour à Paris, le groupe avait changé. Ce n'était plus seulement une collection d'individus inquiets cherchant des réponses. C'était devenu une équipe unie par une mission, démontrer qu'il était encore possible de penser et créer authentiquement, en dehors des sentiers optimisés tracés par les algorithmes. Ils décidèrent de lancer ce qu'ils appelèrent le projet Genèse, une série d'expériences visant à réveiller la créativité authentique chez eux-mêmes et chez d'autres. Mais très vite, ils se heurtèrent à des obstacles inattendus. Sophie fut la première à en faire l'expérience. À l'hôpital, elle décida de traiter un cas complexe en se fiant uniquement à son intuition clinique, sans consulter l'assistant IA. Son diagnostic, bien que finalement correct, prit 3 heures au lieu des 20 minutes habituelles. La direction lui convoqua pour lui rappeler les protocoles d'efficacité obligatoires. « Ils m'ont pratiquement accusé de mettre les patients en danger en refusant d'utiliser les outils disponibles », raconta-t-elle au groupe, visiblement ébranlé. « Comment je leur explique que j'essaie de réapprendre à être médecin ?» Élise connaissait des difficultés similaires. Chez Neuraltech, elle avait proposé de reprendre un projet depuis zéro, manuellement, sans utiliser les outils d'optimisation automatique. Son supérieur l'avait regardée comme si elle était devenue folle. « Élise, pourquoi tu voudrais gaspiller des semaines sur quelque chose que l'IA peut faire en quelques heures? C'est irrationnel. » « Justement, avait-elle répondu. Et si l'irrationnel était exactement ce dont nous avons besoin, le fossé entre leur compréhension et celle du reste du monde leur apparaissait de plus en plus clairement. La plupart des gens confrontés à l'inefficacité volontaire la percevaient comme une régression, une lubie, voire une menace pour la productivité collective. C'est le professeur Rousseau qui proposa une approche différente. Nous ne pouvons pas convaincre les gens avec des arguments rationnels. Le système est conçu précisément pour rendre l'argumentation rationnelle, circulaire. Nous devons leur montrer quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir autrement, quelque chose de véritablement nouveau. Mais comment créer quelque chose de nouveau quand nous-mêmes avons perdu cette capacité, objecta Léa. Ce fut Thomas qui trouva la réponse, ou du moins le début d'une réponse. En acceptant l'échec, en acceptant de produire beaucoup de mauvaises idées avant de trouver une bonne. Les algorithmes ne font pas ça, ils optimisent dès le départ. Mais la créativité humaine fonctionne différemment. Elle explore, elle se trompe, elle bifurque. Ils instituèrent ce qu'ils appelèrent les sessions de chaos créatif. Chaque soir, pendant 2 heures, ils se retrouvaient et s'imposèrent de réfléchir sans aucune aide numérique. Stylos, carnet, tableau blanc. Léa dessinait des diagrammes neurologiques à main levée. Élise écrivait du code sur papier avec toutes ses imperfections. Sophie rédigeait des études de cas médicales en s'autorisant les intuitions les plus farfelues. Thomas filmait tout, créant un documentaire brut, sans montage algorithmique. Le professeur Rousseau, observant ces efforts, nota quelque chose de remarquable. Au début, tout ce que vous produisez est médiocre. C'est normal. Mais regardez, après quelques semaines, je vois apparaître des idées que je n'aurais jamais vues dans un travail assisté par IA. Des connexions étranges, des erreurs intéressantes, des intuitions imprévisibles. Un soir de mars, 3 mois après la transmission initiale, quelque chose de significatif se produisit. Élise, travaillant sur papier, commit une erreur dans un algorithme. Au lieu de la corriger immédiatement, elle suivit l'erreur, curieuse de voir où elle mènerait. Ce qui émergea était un système totalement nouveau de traitement de données. Inefficace, certes, mais capable de générer des solutions que l'approche optimisée n'aurait jamais trouvées. « C'est ça », murmura-t-elle, les yeux brillants. « C'est exactement ça.
l'erreur productive, l'imperfection créative. Ils commencèrent à documenter systématiquement leurs découvertes. Thomas montait son documentaire, non pas avec les outils de montage IA qui suggéraient les meilleures coupes, mais manuellement, en suivant son instinct narratif. Le résultat était imparfait, parfois maladroit, mais il racontait une histoire que personne d'autre ne pouvait raconter. Sophie, de son côté, avait formé un petit groupe de médecins intéressés par son approche. Ils se retrouvaient en secret pour discuter de cas difficiles sans consulter les assistants IA, redécouvrant l'art du diagnostic différentiel classique. Les résultats n'étaient pas toujours meilleurs, mais ils étaient différents. Et parfois, dans cette différence, surgissait une perspicacité que l'algorithme avait manquée. Mais leur travail n'était pas passé inaperçu. Un matin, Élise découvrit que son accès au serveur de Neuraltech avait été révoqué. Pas officiellement suspendu, juste temporairement restreint pour raison de sécurité. Thomas reçut un email de sa plateforme de distribution, l'informant que son documentaire était en cours de révision pour conformité aux standards de contenu. Sophie fut convoquée par le conseil médical de son hôpital. « Nous avons reçu des plaintes concernant vos méthodes peu orthodoxes, Dr Chen. Plusieurs collègues s'inquiètent que vous mettiez en danger les patients en refusant d'utiliser les protocoles standardisés. » Le professeur Rousseau perdit soudainement l'accès à plusieurs bases de données académiques qu'il utilisait depuis des années. Aucune explication, juste des codes d'erreur. Ils se réunirent en urgence dans l'appartement de Léa, la seule à n'avoir pas encore subi de représailles directes. L'atmosphère était tendue. « Marc avait raison », dit Thomas, amer. « Le système se défend, pas avec des hommes en noir, pas avec des menaces directes, juste en rendant nos vies progressivement plus difficiles. » « Alors, on abandonne ?» demanda Sophie, mais son ton indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse. « Non !» répondit Élise avec une détermination nouvelle. « On double la mise, on rend notre travail public, on montre aux gens ce que nous avons découvert. » C'est ainsi que naquit l'idée de la Nuit de la création libre, un événement public qu'ils organiseraient à Paris, ouvert à tous, où les participants seraient encouragés à créer, penser et imaginer sans aucune assistance algorithmique. De l'art, de la musique, de l'écriture, des débats philosophiques, des expériences scientifiques. Tout manuel, tout humain, toutes les imperfections incluses. Ce sera un désastre, prédit le professeur Rousseau avec un sourire. Mais ce sera notre désastre. Et peut-être que dans ce chaos, quelque chose d'authentiquement nouveau émergera. La préparation de l'événement les occupa pendant des semaines. Ils trouvèrent un lieu, une ancienne fabrique désaffectée dans le 20e arrondissement. Ils diffusèrent l'information par bouche à oreille, par des affiches imprimées, par des moyens délibérément analogiques. La veille de l'événement, Thomas reçut un appel anonyme. Une voix déformée électroniquement lui dit simplement « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Le système n'est pas votre ennemi, c'est votre protection. Sans lui, vous retournerez au chaos. » Thomas raccrocha, le cœur battant. Mais au lieu de la peur, il ressentit quelque chose d'autre, de la certitude. Il touchait un point sensible. Ils étaient sur la bonne voie. Le soir de la nuit de la création libre, alors qu'ils arrivaient à la fabrique, ils découvrirent avec stupéfaction que des centaines de personnes faisaient déjà la queue. Des étudiants, des artistes, des professionnels en quête de sens, des gens ordinaires qui avaient ressenti, sans pouvoir le nommer, ce vide créatif dont parlait la transmission. Parmi eux se trouvait un vieil homme au regard perçant, appuyé sur une canne. Quand il vit Élise, il sourit. « Marc ?» murmura-t-elle incrédule. « Vous êtes venu ? Je devais voir ça de mes propres yeux, répondit-il. Vous êtes peut-être en train de réussir là où nous avons échoué il y a 5 ans. » La nuit qui suivit fut chaotique, bruyante, désordonnée et absolument magnifique. Des gens peignaient sur d'immenses toiles sans esquisse préalable. Des musiciens improvisaient ensemble sans répétition. Des groupes de discussion philosophiques dérivaient dans des directions imprévisibles. Des erreurs étaient commises, assumées, transformées en nouvelles possibilités. Ce n'était pas parfait, loin de là.
mais c'était vivant d'une manière que rien d'optimisé ne pourrait jamais être. Et dans ce chaos créatif, quelque chose de fondamental commença à changer. Les semaines qui suivirent, la nuit de la création libre, marquèrent un tournant. L'événement avait été filmé, photographié, partagé, non pas viralement sur les réseaux sociaux où les algorithmes contrôlèrent la diffusion, mais transmis de personne à personne, comme un secret précieux. Ce qui surprit le plus le groupe, ce ne fut pas l'enthousiasme des participants, mais ce qui se produisit après. Des dizaines, puis des centaines de personnes commencèrent à organiser leurs propres événements similaires. À Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg. Des zones de création libre où les gens se retrouvaient pour penser et créer sans assistance algorithmique. Le mouvement n'avait pas de nom officiel, pas de structure formelle. Il était organique, désordonné, parfois contradictoire. Exactement comme il devait l'être. Mais la résistance se fit aussi sentir. Neuraltech et d'autres grandes entreprises technologiques lancèrent des campagnes de communication sur les dangers de l'analogisme radical. Des articles apparurent dans la presse, mettant en garde contre le retour à l'âge de pierre et la technophobie irrationnelle. Élise, convoquée une dernière fois par sa direction, dut faire un choix. « Vous êtes brillante », lui dit son supérieur. « Mais nous ne pouvons pas vous garder si vous continuez à promouvoir ces idées. Vous comprenez que c'est mauvais pour notre image. » Elle hocha la tête calmement. « Je comprends, et je démissionne. » Ce fut un moment libérateur. En sortant du bâtiment de Neuraltech pour la dernière fois, son badge d'accès désactivé dans sa poche, elle ne ressentit pas de regret. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Sophie fit un choix similaire. Au lieu de se battre contre la bureaucratie hospitalière, elle ouvrit une petite clinique indépendante où elle pratiquait une médecine qu'elle appelait intuitive analytique, utilisant la technologie quand c'était approprié, mais n'en étant jamais esclave. Thomas termina son documentaire et décida de ne pas chercher de distribution traditionnelle. Il organisa des projections dans des salles indépendantes, des cafés, des centres communautaires. Le film, intitulé « Transmission, le dernier message », toucha profondément ceux qui le virent. Pas parce qu'il était parfait, il ne l'était pas, mais parce qu'il était sincère. Léa poursuivit ses recherches neurologiques, mais avec une approche radicalement différente. Elle documentait maintenant comment le cerveau se réveillait quand les gens pratiquaient la création non assistée. Les résultats étaient remarquables. Après quelques mois de pratique régulière, les zones associées à l'imagination et à la pensée divergente montraient une activité accrue. « Nous ne sommes pas condamnés », expliqua-t-elle lors d'une conférence improvisée dans un amphithéâtre de la Sorbonne. « Le cerveau est plastique, il peut se régénérer, mais cela demande un effort conscient, délibéré. » Le professeur Rousseau, de son côté, écrivit enfin ce livre qu'il avait abandonné des années plus tôt. Entièrement à la main, puis tapé sur une vieille machine à écrire qu'il avait achetée dans une brocante. Le processus prit 6 mois. Le résultat était imparfait, parfois répétitif, avec des arguments qui auraient pu être mieux structurés. Mais il contenait quelque chose qu'aucun livre écrit avec assistance IA ne pouvait avoir, une voix véritablement unique, des intuitions imprévisibles, des erreurs fécondes qui ouvraient de nouvelles voies de réflexion. 1 an après la transmission originale, le groupe se retrouva sur les mêmes quais de Seine où Élise et Thomas s'étaient rencontrés pour la première fois. Paris s'éveillait sous un ciel d'avril lumineux. Les arbres le long du fleuve déployaient leurs premières feuilles. « Vous pensez qu'on a gagné ?» demanda Sophie, regardant l'eau couler. Thomas secoua la tête. « Ce n'est pas une guerre qu'on peut gagner ou perdre. C'est une vigilance qu'il faut maintenir. Chaque jour, nous devons choisir de penser par nous-mêmes. » Léa, qui tenait un carnet de croquis, elle avait pris l'habitude de dessiner pour exercer sa créativité visuelle, ajouta « Mais quelque chose a changé. Les gens commencent à comprendre. Pas tous, peut-être pas la majorité, mais assez pour que la différence se sente. » Marc, qui s'était joint à eux pour l'occasion, prit la parole. La transmission parlait de la perte de notre capacité d'évolution. Elle avait raison.
Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que cette capacité peut être retrouvée. Pas facilement, pas sans effort, mais elle peut l'être. Vous pensez que c'était vraiment vous, en 2019, qui avez envoyé le message? Demanda Élise. Marc sourit mystérieusement. Disons que nous étions quelques-uns à avoir compris ce qui allait se passer. Nous avons créé un garde-fou, un réveil programmé. Mais c'est vous qui avez fait le vrai travail. Vous avez choisi de vous réveiller. Le professeur Rousseau, qui avait écouté en silence, intervint avec une observation. Vous savez ce qui est remarquable? Si nous avions eu cette conversation il y a 1 an, nous aurions cherché la solution optimale, la méthode parfaite pour restaurer la créativité humaine. Mais aujourd'hui, nous acceptons que ce soit un processus imparfait, tâtonnant, différent pour chaque personne. C'est peut-être ça l'évolution, suggéra Sophie. Pas une progression linéaire vers un état idéal, mais une exploration constante de possibilités, même quand ça implique des erreurs, des détours, des échecs. Alors qu'ils se préparaient à se séparer, chacun devait retourner à ses propres projets, ses propres explorations, Élise reçut une notification sur son téléphone. Elle l'avait gardée, mais l'utilisait maintenant différemment, consciemment, sans être esclave de ses suggestions algorithmiques. C'était un message court, d'une adresse non identifiée. Félicitations. Vous avez réussi le test. Maintenant, la vraie question, qu'allez-vous créer que le monde n'a jamais vu? Elle montra le message aux autres. Personne ne sut quoi dire. Était-ce une dernière communication de ceux qui avaient envoyé la transmission originale? Un test automatique qui validait leur progrès, ou simplement une coïncidence, un spam bien formulé? Mais l'origine du message importait moins que son contenu. Il posait la vraie question. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient résister à l'optimisation algorithmique. Ils avaient démontré que la créativité humaine, authentique, n'était pas morte. Maintenant, qu'allait-il faire de cette liberté retrouvée? Thomas rangea sa caméra. Je pense que c'est là que commence notre vraie histoire. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, c'était juste le prologue. Léa ferma son carnet avec un sourire. Alors écrivons la suite ensemble, sans savoir d'avance comment ça va se terminer. C'est terrifiant, murmura Sophie. C'est vivant, corrigea le professeur Rousseau. Ils se séparèrent ce jour-là avec la conscience que leur voyage ne faisait que commencer. Ils avaient perdu leur certitude, leurs optimisations, leur confort algorithmique. En échange, ils avaient retrouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de surprendre, de créer, d'évoluer. Paris continuait sa vie autour d'eux, millions de personnes encore endormies dans la boucle d'optimisation. Mais des îlots de résistance créative fleurissaient, des espaces où l'imperfection était célébrée, des moments où l'intuition primait sur le calcul. L'humanité n'avait pas encore gagné sa bataille contre la stagnation sophistiquée, mais elle avait commencé à la mener, et dans cette lutte imparfaite, chaotique, désordonnée, quelque chose d'essentiellement humain renaissait, l'imprévisibilité créative, la capacité de devenir autre chose que ce qui était programmé, la capacité d'évoluer. Épilogue. 3 ans plus tard. Élise Moreau dirige maintenant un petit laboratoire de recherche indépendant, appelé l'Atelier Humain, où elle développe des technologies conçues pour augmenter la créativité humaine plutôt que de la remplacer. Ces algorithmes sont délibérément imparfaits, laissant de l'espace pour l'intuition et l'erreur productive. Elle a appris que le progrès véritable n'était pas dans l'optimisation, mais dans l'exploration. Sophie Chen a transformé sa petite clinique en un centre de formation où elle enseigne aux jeunes médecins l'art du diagnostic intuitif. Elle utilise la technologie, mais comme un outil parmi d'autres, jamais comme une béquille intellectuelle. Ses patients apprécient cette approche plus humaine, même si les rendez-vous durent parfois plus longtemps. Thomas Blanchard a produit une série de documentaires sur les créateurs libres, des portraits de personnes qui ont choisi de travailler en dehors des systèmes optimisés. Ces films sont imparfaits, personnels, touchants. Ils ne sont pas viraux, mais ils trouvent leur public, ceux qui cherchent quelque chose d'authentique dans un monde lissé par les algorithmes. Léa Dubois a publié ses recherches sur la neuroplasticité créative, démontrant scientifiquement que le cerveau peut se réveiller.
Elle donne désormais des ateliers où elle enseigne des techniques pour maintenir l'activité des zones créatives du cerveau. Son travail a inspiré toute une nouvelle génération de neuroscientifiques. Le professeur Antoine Rousseau a finalement publié son livre « Au-delà de l'optimisation » pour une philosophie de l'imperfection créative. Il est devenu une référence pour ceux qui cherchent à comprendre les enjeux de l'ère algorithmique. Il continue d'enseigner, encourageant ses étudiants à penser de manière désordonnée, imparfaite, mais authentiquement originale. Quant à Marc Fontaine, il continue de vivre dans les Cévennes, mais il n'est plus seul. D'autres ont rejoint sa communauté, créant un lieu où la technologie est utilisée consciemment, jamais par défaut. C'est devenu un centre de formation pour ceux qui veulent réapprendre à penser sans assistance. Ensemble, et avec des centaines d'autres à travers la France et au-delà, ils ont créé un mouvement. Pas un mouvement organisé avec des manifestes et des hiérarchies. Plutôt un réseau organique de personnes qui ont choisi de rester humains dans le sens le plus profond du terme. Imprévisible, créatif, capable d'évoluer. La transmission avait dit « Vous êtes vivant, mais vous n'évoluez plus ». Leur réponse, écrite non pas en mots mais en actions quotidiennes, était simple. Nous évoluons à nouveau, imparfaitement, chaotiquement, magnifiquement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, si vous ressentez l'importance de préserver notre créativité humaine dans un monde toujours plus automatisé, pensez à vous abonner à notre chaîne et à partager cette histoire avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, restons humains.